Ok, bah, je pense qu'on va commencer. On a 24 participants. Donc, je pense que les autres arriveront au fil de l'eau, mais comme il est déjà 10h05, je pense qu'on va pouvoir débuter. Bon, bah, déjà, merci à tous d'être présents ce matin pour cette discussion sur les ORE, les obligations réelles environnementales. Bon, ça sera l'occasion pour certains de découvrir l'outil et pour d'autres d'approfondir. Voilà, donc merci à Benoît, Catherine, Adrien et Jean-Pierre d'avoir accepté d'animer cette réunion. Donc, quelques petites précisions avant de commencer vraiment le webinaire. Je demanderai à tous les participants de bien vouloir couper les micros pendant les interventions. Et toutes les questions, on les prendra à la fin de chaque intervention. On laissera 10-15 minutes pour pouvoir débattre. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions dans le chat. Comme ça sera beaucoup plus simple pour nous d'y revenir. Voilà. Et enfin, je précise que le webinaire est enregistré. Donc si vous ne voulez pas apparaître sur le webinaire, il vous suffit de couper la caméra. Et donc la rediffusion, sera envoyée à tout le monde par mail dans le courant de la semaine prochaine. Voilà. Bon, je vais être synthétique, hein, je ne vais pas vous prendre beaucoup encombrer l'esprit au niveau des termes juridiques. Mais la définition des ORE, elle est dans l'article L 132.3 du Code de l'environnement. Mais comme malheureusement le droit, c'est un peu jargonneux, elle est un peu lourde et un petit peu opaque. Alors, j'en ai une présentation générale. Là, si vous pouvez dérouler, pardon. Voilà. Donc, je vous le lis, hein. Donc ça, c'est ma présentation générale, mais elle est parlante et vous verrez, j'ai un exemple ensuite très pratique. Donc l'ORE peut être présenté comme un contrat sur mesure à disposition de tout propriétaire immobilier permettant de mettre en place sur un terrain déterminé avec un co-contractant défini pour une durée limitée des obligations réciproques de protection environnementale pérenne opposables aux tiers avec l'accord préalable du preneur à bail rural et sans nuire au droit de chasse. Bon, j'ai conscience que la phrase est lourde, hein, mais j'ai synthétisé exactement ce qu'est l'ORE. Vous verrez qu'un exemple pratique très illustrant. Alors, les ORE présentent quelques avantages financiers et c'est vraiment un contrat en devenir. Alors, je vous la relis parce que là, tout est dit dans cette présentation. Un contrat sur mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas un type d'ORE, il y aura autant d'ORE que de contrats. Toutes celles que vous ferez seront uniques. Voilà, il y a une potentialité énorme, hein. Chaque milieu naturel est particulier. Donc c'est vraiment sur mesure, on s'adapte. À disposition de tout propriétaire immobilier, ben, quel qu'il soit, ça peut être un privé, une commune, hein, pour des biens de son domaine privé, peut très bien faire une ORE, voilà, permettant de mettre en place, ben, c'est la volonté, en fait, les parties, elles créent de la norme environnementale, elles créent la norme biologique sur leur terrain, bien sûr en respectant toutes les règles de droit qui existent, mais c'est elles qui créent du droit de la norme environnementale sur un terrain déterminé, parce qu'il faut une parcelle cadastrale, avec un co-contractant défini. Alors, si la loi dit que c'est un propriétaire d'un côté, le co-contractant, par contre, il est limitativement énuméré. C'est soit une association de protection de l'environnement, une collectivité territoriale ou un syndicat, euh, excusez-moi, une collectivité territoriale ou un syndicat, voilà, pour une durée limitée. Donc, les ORE, c'est maximum 99 ans. C'est limité dans le temps, ça les distingue des servitudes, on en parlera si vous voulez. Donc ces parties mettent en place des obligations réciproques. Oui, dans le contrat, si vous voulez, ça c'est important à savoir, les obligations de part et d'autre, il faut qu'elles soient réciproques, mais pas forcément équilibrées. Il y a des ORE où principalement c'est le propriétaire qui aura des obligations, dans d'autres le co-contractant, mais d'après l'esprit de la loi, c'est plutôt le propriétaire, c'est lui le débiteur de l'ORE, c'est lui qui doit prendre des obligations sur son terrain. Elles sont pérennes en ce sens qu'on est parti pour 99 ans maximum, et surtout, comme on dit, vous voyez, ce contrat, il est fait aujourd'hui, là, aujourd'hui, entre un propriétaire et un co-contractant. Mais on est tous voués à partir un jour. Et pour que ce soit transposable et opposable au futur propriétaire, il faut que ces actes soient publiés. Donc c'est publié à la publicité foncière. Et de fait, c'est opposable parce que les obligations sont attachées au terrain. Donc quel que soit le propriétaire à venir, quelles que soient les obligations qu'il aura prises pour protéger son milieu naturel, les futurs propriétaires, héritiers, acquéreurs, donataires devront respecter les obligations. Voilà. Alors, dans la loi, il était prévu spécifiquement, par contre, comme condition de validité des ORE, l'accord préalable du preneur à bail. En clair, si vous faites une ORE sur un terrain qui est grevé d'un bail rural, il faut impérativement l'accord préalable du preneur. Alors, son refus vaut acceptation, mais on conseille de le faire intervenir, éventuellement de revoir le bail rural, mais pas passer en force, mais il faut vraiment composer avec lui et sans nuire au droit de chasse. Oui, effectivement, l'ORE aussi a prévu spécifiquement qu'on ne peut pas de plein droit, par une ORE, interdire la chasse.
Il y a des règles spécifiques hein, des clauses de conscience qui le permettent au niveau du droit de chasse, mais pas dans l'ORE spécifiquement. Quelques avantages financiers, alors ils sont minces, en ce sens que les communes peuvent exonérer de taxes foncières les propriétaires qui souscrivent une ORE, donc pour les taxes foncières des biens non bâtis. Et il n'y a pas de frais de publicité foncière. Quand on publie nos actes, nous notaires, il y a des frais de publicité. Là, les ORE en sont exemptés. Mais bon, cela dit, le coût n'étant pas très important, l'avantage n'est pas non plus très important non plus, mais il a le mérite d'exister. Et un contrat en devenir, parce que là, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps pour mes confrères notaires, j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a vraiment beaucoup de demandes. Même au Sénat, il y a eu une table ronde récemment et on a montré l'intérêt croissant des particuliers, des associations, même au niveau de la loi 3DS, hein, par rapport à la ressource en eau. L'ORE a été remis à l'ordre du jour sur les terrains pour lesquels il y aura des ressources en eau à préserver sur le temps long. Donc les communes devront souscrire des ORE en cas de vente des terrains. Ça, je pourrais vous en parler si vous voulez. Hein, je suis un peu synthétique, j'espère ne pas être trop long et trop lourd. Et j'ai un exemple concret, je m'arrêterai là, d'ORE. Le visuel suivant, si vous voulez bien. Alors, non, ça c'est le cadre général, oui. Pour nous, ben oui, avec l'ORE, on remplit vraiment le devoir hein, que chacun a. Parce que là, ce qu'on fait là, c'est du bon sens et de l'évidence. Hein. On est en 2025 maintenant. Là, si on n'a pas compris ce qui se passait, c'est dramatique. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, et pas ceux ici présents, hein, on agit juste parce qu'on remplit un devoir de préservation de l'environnement, ce qui paraît évident, et qui était posé par la Charte de l'environnement. Donc, si quelqu'un peut nous dire, tiens, pourquoi vous faites ça, c'est étonnant, ben, écoutez, on est des hommes de droit, mais de devoir aussi. On remplit notre devoir de préserver l'environnement. Et l'ORE, c'est vraiment un outil qui donne corps à cette faculté à ce devoir de préservation. Concrètement, et je m'arrête là, un exemple concret que j'ai trouvé en Corse, c'est le dernier visuel. Voilà, c'est un exemple très éclairant. Alors en Corse, je vous le dis, à Lama, dans un petit village de Balagne, plusieurs propriétaires de jardins ont signé une ORE avec la commune. Dans cet acte, les propriétaires se sont engagés, de leur côté, à ne planter dans leur jardin que des espèces végétales originaires de Corse, donc endémiques, hein, et à laisser serpenter au milieu des jardins un sentier botanique ouvert au public, dont les billets d'entrée sont au bénéfice de la commune. Donc on voit les obligations des propriétaires, et en contrepartie, la commune s'est engagée à leur fournir des graines provenant de la Corse et à aider les propriétaires à entretenir les murets délimitant les jardins. Donc vous voyez, c'est un accord, un contrat où chacune des parties a pris des obligations, on les voit. Ici, ben, c'est réintroduire des espèces endémiques de la Corse. La commune a donné les graines et en contrepartie, pour avoir des fonds, ben, les propriétaires se sont dit, OK, on va laisser entrer les touristes en Corse et les billets d'entrée iront à la commune. Et avec ça, la commune entretiendra les murets. Ça, pour moi, c'est vraiment une ORE très éclairante, très pragmatique, comme je les aime, vous voyez, efficace, concrète, on voit, on veut en venir. Et en fait, en quelques mots, ben, vous voyez, ces mots pragmatiques, ils ont tout dit au niveau de l'ORE. Voilà, je fais court, hein. J'aurais beaucoup à vous dire, mais comme on est nombreux, je ne vais pas monopoliser la parole. S'il y a des questions de présentation, je veux bien y répondre, sinon je vous écouterai avec grand plaisir. Alors, pour les questions, il y a quelques questions dans le chat. Est-ce que vous voulez que je les lise ou vous pouvez accéder au chat? Oui, je veux bien que vous les lisiez, Ok. s'il vous plaît. Donc, une question de Charlotte. Donc, droit de chasse. Comment mettre en place des restrictions associées à l'ORE pour ce droit de chasse s'il contrevient à la protection d'espèces citées dans l'ORE? Peut-on obliger les sociétés de chasse à signer une charte associée juridiquement à l'ORE? Et fin de la question, où trouver des exemples divers d'ORE pour aider à rédiger une ORE solide? Alors, par rapport à la chasse. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la chasse, hein, je synthétise, hein, quand on fait une ORE, on n'a déjà pas demandé l'accord des chasseurs pour faire l'ORE. Voilà, ça c'est déjà un principe posé. Par contre, par les ORE, on ne peut pas par principe, interdire les chasseurs de passer. Après, il faut distinguer. Il y a les règles en Alsace-Moselle où je suis et les règles hors Alsace-Moselle. Alors là, la plupart des personnes présentes, je pense pas que vous êtes en Alsace-Moselle, donc je ne parle pas de mon droit local. Mais alors, dans les départements autres, en fait, il y a des associations de chasseurs qui peuvent gérer des droits de chasse sur des parcelles de forêt, mais il y a des parcelles de forêt, de terrain qui ne sont pas non plus dans l'association. Donc il faut distinguer les propriétaires des terrains concernés par les associations, autrement dit, il y a un droit de chasse sur leur terrain, et ils touchent des droits de chasse,
Et il y a d'autres propriétaires qui ne sont pas concernés non plus par les droits de chasse sur leur terrain. Ils ne font pas partie d'associations. Alors déjà, alors il y a beaucoup de discussions parce que la loi n'est pas complète. Je suis en train de faire des recherches là-dessus. Mais à un autre sens, des propriétaires, là, vous voyez, il y a des droits qui se télescopent. Et je m'arrêterai là, mais il y aura tout ou tard des contentieux, c'est sûr, avec les chasseurs, parce qu'un propriétaire euh, pour lequel son terrain n'est pas dans l'association de droit de chasse locale pourrait dire, j'interdis les chasseurs de venir sur mes terrains. Il peut le faire puisqu'il est propriétaire. Par contre, s'il fait une ORE, dans l'ORE, c'est indiqué que ça ne doit pas nuire au droit de chasse. Donc les chasseurs ne manqueraient pas de dire, avec l'ORE, écoutez, vous respectez pas notre droit de chasse, mais le propriétaire dirait, ok, mais moi j'ai pas d'association qui me lie, il n'y a pas de chasseurs sur mon terrain. Donc là, on sait qu'il y aura des contentieux. Maintenant, la plupart du temps, il y a des associations de chasse communales, hein. Alors en clair, si le propriétaire qui souscrit l'ORE ne veut plus demain qu'il y ait des chasseurs sur son terrain, il y a des clauses de conscience qui existent. Alors il faut résilier le contrat, enfin la gestion de chasse, mais il y a des délais à respecter, hein. Il faut prévenir préalablement l'association que les chasseurs ne passeront plus sur son terrain. Hein, c'est pas du jour au lendemain. Il faut respecter une sorte de préavis. J'ai plus les dates, les mois en tête, mais je les retrouverai si vous voulez. J'ai tout ça par écrit. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est que les chasseurs vont dire, OK, si vous interdisez les chasseurs de venir sur votre terrain, tous les dégâts qui seront créés par les gibiers sur les terrains attenants qui nous appartiennent, vous en serez responsable. Donc du coup, c'est un peu dissuasif pour le propriétaire. Mais alors, moi qui suis un homme de droit et de consensus, j'aime pas les contentieux parce que c'est stérile, on s'épuise pour rien. Il faut beaucoup discuter avec les chasseurs. J'ai fait des ORE pour l'ASPAS. Ils ont réussi à discuter avec les chasseurs, hein, c'est des hommes et des femmes comme nous. Ils ont aussi envie, certains, de bien faire. Ils sont pas que dans la destruction. Il faut se défaire des préjugés parce qu'on est vite parti dans des contentieux. Il faut discuter, discuter. Les ORE, je vous le cache pas, hein, c'est un bel exemple, un bel outil. Il n'est pas parfait, mais il me demande beaucoup, beaucoup de discussions. Ben, la preuve, vous voyez bien, on se réunit encore et c'est normal. Il y a beaucoup de partenaires. Mais l'ORE, je dirais, l'avantage qu'il a, c'est qu'il permet de mettre beaucoup de gens autour de la table, s'ils veulent bien venir. Et on trouve des solutions. Parce que même moi, je suis juriste, hein, c'est mon métier, mais pour moi, le droit, il y a toujours euh, des contre-exemples, des contre-argumentations, des jurisprudences, et puis finalement, ça tétanise, personne ne fait rien. Non, il faut discuter. Il faut discuter, et avec les chasseurs y compris. Voilà. Et les exemples d'ORE, j'en ai beaucoup à vous donner. Si vous voulez, je pourrais vous en livrer, anonymisés. Mais comme dit, elles sont propres à chaque terrain. Mais il y a des grands principes à respecter. Bien sûr, je vous les partagerai si vous voulez. Oh, ok. Juste avant de donner la parole à Luc, oh là là, les questions défilent. Deux petites questions intéressantes qui étaient toujours de Charlotte. Est-ce qu'il existe des syndicats pour les ORE et est-ce qu'il existe des jurisprudences lors d'une rupture d'ORE? Il existe des syndicats pour les ORE, c'est-à-dire, est-ce qu'elle peut préciser sa question? Oui, c'est juste que vous avez parlé dans les ceux qui peuvent contracter des ORE, il y a des syndicats, mais vous n'avez pas détaillé. Je ne sais pas s'il y a une limitation en termes de syndicats, puisque syndicat de drainage, Ah oui. syndicat foncier, ça intègre les syndicats. Non, excusez-moi, j'ai fait une confusion. C'est pas des syndicats, c'est des établissements publics. J'ai fait une confusion. Là, je suis un peu fatigué ce matin. Non, non, les co-contractants, si vous voulez, c'est soit des collectivités publiques, soit des établissements publics. Exemple, un syndicat des eaux, par exemple. J'ai fait beaucoup. Oui, je pensais, la confusion parce que les syndicats les établissements publics qui gèrent les eaux, c'est souvent sous forme de syndicats. Mais dans la loi, c'est marqué établissement public, collectivité publique ou association de protection de l'environnement, en clair. Voilà. Syndicat, c'est un peu une sous-rubrique, mais dans la loi, c'est pas marqué syndicat, c'est établissement public. Merci. Luc, tu levais la main. Je te Oui, donne la parole. moi j'aurais une question de compréhension par rapport au bail rural. Je sais pas bien en fait comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ça? Le bagne rural, oui, ben par exemple, vous voyez, pareil, je prends un exemple concret pour bien expliquer mon propos. Je connais quelqu'un là qui est dans l'Auvergne, il prend sa retraite, c'est un agriculteur. Et lui, sur ses terres, enfin, il louait ses terres à bail rural, hein, un fermier agricole, voilà. Et ces terres vont être libres. Donc aujourd'hui, il peut très bien faire une ORE avec voilà une commune, un établissement public. Le terrain est libre de toute location, occupation, pas de souci. Par contre, si son terrain est encore loué avec un agriculteur en place, hein, qui vit de les récoltes, il ne pouvait pas faire l'ORE avec vous, par exemple,
enfin, collectivité publique, sans que le preneur à bail soit à la table aussi et qui donne son accord sur le contenu de l'ORE. Parce qu'en fait, ça peut aussi contrevenir à ses pratiques à lui. Donc, s'il n'y a pas son accord préalable, c'est dans la loi, c'est de nullité absolue. Donc, l'acte ne serait annulé. Donc, aucun notaire ne recevrait un acte dans ces conditions, de toute façon. Mais pour vous dire, quand un terrain est loué, hein, il faut savoir que de façon agricole, c'est l'outil de travail, on va dire, du locataire. Donc ça se comprend qu'on puisse pas faire un acte en passant outre ce qu'il fait sur son terrain. Donc il faut vraiment son accord préalable. Et ça nécessite. Alors, et l'accord du preneur, dans la loi, c'est prévu, doit être motivé. Et là, on sait qu'il y aura des contentieux parce que euh, des personnes devront trouver, vont donner des arguments qui ne seront pas recevables pour le propriétaire. Et ben après, c'est le juge qui tranchera. Mais pareil, moi j'invite les parties, quand il y aura un locataire, un agriculteur qui refusera l'ORE, à discuter et à revoir le bail. C'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps. On peut faire des clauses environnementales et dire à l'agriculteur, écoutez, vous perdrez une surface de terre, mais du coup vous payerez moins de fermage aussi. Si vous êtes d'accord de laisser une partie de l'ORE qui s'appliquera sur l'ouest de la parcelle, par exemple, vous voyez. Mais je veux vraiment vous dire que ça, c'est vraiment important. Moi, c'est mon quotidien, hein. Moi, vous voyez, je protège le vivant autant que je peux, les arbres et tout. Mais je fais ça comme je fais dans mes familles, dans les familles. Moi, je fais des partages judiciaires, les familles se déchirent. Moi, je leur dis, discutez. On a le droit de pas être d'accord. C'est normal, on est tous différents. Mais il faut trouver des terrains d'entente. Les tribunaux, c'est un échec quand on va au contentieux. Les ORE, il y aura des échecs, mais parce que les gens passeront en force. Moi, je pense que c'est une erreur parce que on va braquer les projecteurs sur l'ORE si on, bref. La loi n'est pas complète, hein, elle est sujette à discussion, mais c'est là que ça rend intéressant l'outil. Vous voyez, enfin, on peut être acteur. Et si on voit que l'agriculteur ne veut pas, bon ben, voilà. Personnellement, je pense pas qu'il faudrait passer en force, mais je sais pas si je réponds à votre question, mais c'est pour dire qu'il faut son accord. Parce que quand on sait qu'il y a eu beaucoup d'opposition des lobbies, hein, ben, des chasseurs et de la FNSEA, pour pas les nommer, ben, on comprend que ça se retrouve dans la loi. Voilà. Ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur des ORE. Donc ils se sont dit, il faudra notre accord. Mais nous, on n'est pas des opposants, on est des proposants. Donc il faut concilier tout ça, discuter, ça demande du temps, des efforts, hein, ça j'en conviens. Merci, c'est très clair. Super. Et Benoît, rapidement, une dernière question. Est-ce que vous avez des retours d'expérience, alors c'est assez spécifique, dans le nord de la France sur la mise en place d'ORE sur des terres agricoles? Qui sont loués? Des, Hum, des terres louées, vous voulez dire, avec un bail, justement? Émilie, si vous voulez Pas, prendre. Allez-y. oui, pas forcément en propriété. Ah, beaucoup, 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 tout à fait. Oui, oui, il y a beaucoup de. Oui, oui. Alors, il y a plus des parcelles forestières, des parcelles agricoles, il n'y en a pas encore trop parce qu'il faut trouver quelqu'un qui est d'accord de ne pas avoir de fermage, hein, puisqu'une ORE, c'est pas censé générer de l'argent pour le propriétaire. Mais c'est pas des grandes parcelles. J'en ai fait une, par exemple, d'une parcelle agricole où, en fait, l'association va planter des arbres. Ils utilisent la méthode Miyawaki, hein, avec des plantations rapides d'arbres, hein, qui est peut-être discutable aussi, mais du coup, le terrain qui est agricole va être reboisé. Vous voyez, c'est pas une très grande parcelle. Mais il y aura, je vous dis, il n'y a pas d'exemple type d'ORE, c'est ça qui est vraiment chouette, hein. S'il y avait un autre notaire avec moi qui aurait autant d'expérience que moi, il aurait encore d'autres beaux exemples. Vous en aurez d'autres de votre côté. C'est un peu déroutant parce que la loi prévoit tout en France et là, elle ne prévoit pas grand-chose. C'est aux partis à faire la loi. Et là, on redevient la loi des partis. Vous voyez? Mais dans la discussion. Et je m'arrête là juste pour vous dire aussi, ça c'est important de le savoir. Cette loi-là, si vous voulez, elle résulte d'études d'un professeur, c'est Gilles Martin, qui a étudié en fait le droit comparé. Il s'est inspiré des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, hein, qui ont un droit beaucoup plus souple, beaucoup plus pragmatique. Nous, en France, tout est régenté par la loi, des arrêtés, des décrets, et la loi veut tout englober, mais ce qui est impossible. On manque de pragmatisme. Et l'ORE, quand on a ça en toile de fond, nous, juristes, c'est un peu déconcertant parce que du coup, on a une page blanche, mais du coup, les partis que vous êtes, vous avez autant d'idées, si ce n'est plus, que les juristes. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cadre délimité. Voilà. Pardon. Tous, je suis Catherine Jante, je suis membre du conseil d'administration de FNE Seine-et-Marne et également en reconversion donc de paysagiste depuis quelque temps. Dans le contexte de ma reconversion, BTS, Adrien Le Tallec m'a demandé, on s'est rencontrés et on a décidé de travailler ensemble sur l'élaboration de l'ORE de mon recours. Donc Adrien présentera juste après. Et on a souhaité aujourd'hui faire un petit focus sur les stratégies de protection associées aux ORE,
Donc c'est un peu le retour d'expérience en matière de mise en œuvre de stratégie par rapport à l'ORE sur la commune de Maurecourt. La suivante. Donc je vais passer très brièvement parce que Benoît a dit énormément de choses hein, associées avec ça. C'est très vaste ce que les ORE proposent. Il y avait une question plutôt sur la pérennité des ORE, donc ça peut aller jusqu'à 99 ans de protection. Je crois, Benoît, corrige-moi si je me trompe, mais la loi ne permet pas d'aller au-delà, mais 99 ans, c'est déjà pas mal. Euh, avec des obligations, comme Benoît en a parlé. Je vais pas aller dans le détail. Benoît a fait un topo vraiment très détaillé, donc on va passer à la planche suivante. Voilà. La finalité, c'est le maintien, la conservation et la gestion ou la restauration d'éléments de biodiversité ou de services écosystémiques sur 99 ans. Et ça se fait avec un co-contractant. C'est important. Donc c'est le propriétaire et le co-contractant. Donc juste pour synthétiser un petit peu ce que Benoît a dit. Et donc ça peut très bien se faire en zone naturelle ou sur des jardins ou sur des éléments de paysage. Suivant. Donc on arrive à la praticalité parce qu'on se pose souvent la question, j'ai un arbre, j'aimerais bien protéger mon arbre. Alors théoriquement, on peut faire une ORE sur un arbre. En pratique, c'est même très compliqué de protéger un seul arbre. Comme Alain Baraton l'explique très bien lui-même. À Versailles, par exemple, hein, pour nommer que cet élément-là, les arbres ne sont pas protégés. Alors, ils n'ont pas de ORE, mais ils ont beaucoup de protection. Le jardin, sa conception, le sont, et les arbres sautent et sont remplacés régulièrement. C'est-à-dire que même même des arbres qui ont plus de 300 ans, arrivés à un moment, ils sont amenés à être éliminés. Donc l'analyse qu'on avait fait pour mon recours pour protéger les arbres, c'était de voir plus grand. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on a mis les choses. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Ce qu'on peut vraiment protéger, et là on est dans la stratégie de protection et pas dans du détail de l'ORE en tant que tel, hein. Ce qu'on peut vraiment protéger et qui fonctionne, c'est les écosystèmes et le service qu'ils rendent à l'humanité. Par exemple, si vous avez un potentiel de DUP qui agit comme une épée de Damoclès, prendre un projet de construction de route, par exemple, euh, c'est très facile en fait pour le gouvernement et on voit maintenant comment ça se passe. Hein. Il balaye d'un revers de main avec beaucoup d'habileté tout ce qui se passe. Si on a un écosystème avec énormément d'éléments à protéger, donc on parle des arbres, mais on parle de toute la faune qui peut vivre, qui elle-même est protégée, qui sont des espèces en danger et qui est protégée. Déjà, on commence à construire un millefeuille de protection qui sera plus difficile à balayer de revers de main. Et ce qui marche, à mon sens, ce qui a le potentiel de marcher vraiment très très bien, c'est tout ce qui est l'assainissement de l'eau, la préservation du cycle naturel de l'eau, parce que là, on rentre réellement dans des éléments de santé publique. Et donc, par rapport à une DUP, opposer quelque chose qui a beaucoup de force, telle que la santé publique, tout d'un coup, ça devient intéressant. Donc là, j'ai mis, hein, à titre d'exemple, hein, des éléments des espèces qui sont protégées. Le lucarne cerf-volant, le grand capricorne du chêne. C'est un peu paradoxal de dire qu'on veut protéger des arbres à travers des espèces qui détruisent d'une certaine façon ces arbres, mais c'est une capacité supplémentaire. Et il faut pas à mon sens, il faut pas se limiter à ne pas utiliser ce levier supplémentaire
pour protéger les arbres et la faune globalement. Alors les références à utiliser sont l'INPN, donc la Montagne nationale du patrimoine naturel, et le CBN qui vraiment liste, et ce sont des références connues nationalement, hein, qui listent les espèces qui sont en danger et à préserver. Ensuite, s'il vous plaît. Donc les écosystèmes naturels, le pouvoir du cycle de l'eau naturel, hein, il est énorme en fait, hein. Les écosystèmes naturels, dans la mesure où ils sont peu anthropisés, ou si un travail de renaturation a été fait, ont une capacité importante à participer au cycle de l'eau et assurer une ressource en eau durable. Les arbres sont un élément majeur de ça. Le sol est un point fondamental. Donc en fait, quand on touche à tous ces éléments-là et quand on essaye de protéger tous ces éléments-là, ça s'imbrique et ça donne comme un millefeuille et ça donne ou des poupées russes et ça donne une capacité vraiment importante de protection aux éléments. Il faut savoir que la biodiversité dans son intégralité, inclus celle du sol, est capitale pour que tout ceci fonctionne et soit résilient. C'est-à-dire, alors, si on veut être très concret, la biodiversité, le sol ne peut pas être de bonne qualité et travailler et avoir toutes ses fonctionnalités sans la biodiversité. La biodiversité ne sait pas fonctionner sans un sol qui est vraiment sain. Et tout ceci est complètement enchevêtré. C'est une stratégie que nous avons choisie pour l'ORE de Morocco, bon, je vais y arriver, hein. C'est une stratégie que nous avons choisie pour donner un maximum d'assises et d'inertie à cette ORE en cas de litige potentiel. Donc tout ceci, ça pivote autour d'un point essentiel de défense, c'est que la ressource en eau potable, avec peu de traitement, ce qui est le cas dans la plupart des zones en Île-de-France aujourd'hui et en France, est en fait un élément de santé publique. Donc s'il y a des oppositions à l'ORE dans la vie, 99 ans c'est long, donc il peut se passer n'importe quoi pour essayer de détricoter les ORE. Donc s'il y a n'importe quel élément qui est mis en avant, il y a toujours la possibilité d'opposer à cet élément, aussi solide soit-il, l'aspect de santé publique. Ce qui est psychologiquement quand même assez difficile à passer outre. Suivant. Il m'a manqué une planche là. Voilà, merci. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un sol sain et bien arboré participe à limiter les érosions et les inondations, tout simplement parce que tout ça est un écosystème qui entretient le sol par évapotranspiration. La végétation et en particulier les grands arbres participent à avoir un équilibre dans le sol, une quantité d'eau par rapport à une quantité d'eau et une qualité de sol qui fait que il y a beaucoup moins de battance et beaucoup plus d'absorption. Un sol qui est vraiment bien équilibré est un sol qui absorbe beaucoup les eaux d'écoulement. Et donc dans ce contexte, c'est un outil non négligeable pour protéger les écosystèmes et la biodiversité qui l'entoure. Donc en fait, je pense que l'eau et le cycle naturel de l'eau est quelque chose qui est difficile psychologiquement à balayer d'un revers de la main. Mais tout ceci n'est pas infaillible, la faillibilité n'existe pas. Il faut vraiment maintenir ça en tête quand on élabore une stratégie de défense d'un écosystème à long terme. Ce que l'on a visé dans l'ORE de Moreucourt, c'est essentiellement d'avoir assez de freins pour que ça prenne du temps
de détricoter tout ça. Et surtout d'avoir une adhésion citoyenne, ça crée un poids supplémentaire qui est non négligeable et qu'il faut utiliser. Ça, c'est une très bonne idée qui est venue de Benoît et c'est bien. Suivant. Les éléments à prendre en compte, et ça c'est ma dernière planche, c'est les aspects financiers de cette protection. C'est important, c'est-à-dire les compensations doivent être importantes et si possible évaluées avec des éléments qui ont un petit peu qui émanent de structures qui ont pignon sur rue, comme par exemple le barème de l'arbre pour les arbres unitaires qui a été élaboré par le CAE 77. Ça revient à définir le préjudice financier lié à la dégradation de l'écosystème. C'est important de le définir. On vit dans un monde d'argent, donc il est important de se placer sur ce niveau-là. Et puis c'est important aussi, et ça c'est Benoît qui nous l'a soufflé, et c'était vraiment un élément clé, de considérer l'ORE comme un dossier complet. Donc vraiment de le considérer et de le former en tant que tel, informant le magistrat qui, en cas de conflit, devrait instruire le dossier. Donc il faut que ce soit vraiment très clair pour lui et que ce soit facile pour lui d'instruire le dossier, puisque c'est lui qui en cas de conflit, qui statuera. Donc il faut vraiment qu'il comprenne tous les tenants, tous les aboutissants, et c'est un acte d'éducation également vis-à-vis de ce magistrat. Et c'est la dernière planche pour moi. Merci beaucoup. Très bien, merci. Donc il reste 2 questions et après si même d'autres personnes en ont, on peut prendre la parole parce qu'on est dans les temps, donc ça va. Que se passe-t-il lorsque le contractant disparaît? Peut-on intégrer le RE dans le remplacement du co-contractant défaillant en indiquant le co-contractant défaillant sera remplacé par une structure équivalente? Alors attendez, je vais juste fermer ma fenêtre. Alors ça c'est peut-être plus une question pour Benoît. Peut-être, comme elle est tombée juste au début de votre intervention, je me suis posé la question. Est-ce que Charlotte, c'était une question pour Benoît ou plutôt pour Catherine? Effectivement, c'est peut-être juridique, c'est peut-être plus pour Benoît. Ok, bah, pas de souci, je la reprends à la fin. Et est-ce que l'un de vous a une question pour Catherine? Il y en a une, la qualité du sol et de l'eau de pluie. Oui, c'est pour savoir, Charlotte, c'est pour savoir donc si dans les éléments que tu as présentés pour l'ORE, vous avez établi et détaillé la qualité du sol techniquement, chimiquement. Est-ce que vous avez intégré des analyses pour établir la qualité de départ de votre sol au moment du contrat et On n'est pas les conditions minimales pour le suivi du contrat. Ok, on n'est pas forcément obligé de faire. On pourrait faire des analyses de sol très approfondies, faire intervenir des laboratoires, compter la microfaune qui est présente dans le sol. On pourrait faire tout ça. On n'est pas forcé de le faire. Euh, si cet élément est pris dans l'ORE et en matière d'obligation, vous définissez un plan de préservation et d'amélioration de votre sol, vous êtes sûr qu'au bout de quelques années, votre sol va venir vraiment, va avoir une qualité supérieure. Et en fait, ce qui compte, c'est la préservation par l'obligation d'entretien. C'est ce qui compte le plus. Après, si vous voulez avoir des démonstrations à différents moments, oui, vous pouvez effectivement faire des analyses de sol, faire intervenir des laboratoires, comme je dis, faire venir des gens qui sont très spécialisés, qui font des comptages de la microfaune, plus que des analyses chimiques d'ailleurs. Je pense que le comptage de la microfaune est plus révélatrice de la qualité d'un sol que des analyses chimiques et structurelles du sol. Juste, donc vous avez pas, en fait, vous avez pas détaillé plus que ça dans l'ORE ces éléments-là. Non, on a mis une intention et on a mis des obligations d'entretien pour que le sol s'améliore.
Je sais pas si vous avez. Et après, de toutes les façons, dans l'ORE, il y a on peut définir des obligations d'observation, des obligations d'analyse à une fréquence que l'on détermine, avec des moyens que l'on détermine. On n'est pas obligé forcément de connaître le point de départ si on ne souhaite pas. Après, quand on parle de sites naturels où il y a très peu d'intervention humaine, on sait que déjà les sols sont plutôt bons et fonctionnels. Bonjour à tous, donc je me présente, donc Adrien Le Tallec, donc entrepreneur du paysage et également conseiller municipal au sein de la commune de Morcourt dans les Yvelines en Île-de-France. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le travail qu'on a mené, qui est encore en cours, concernant l'ORE de la ville de Morcourt. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante. Donc on va commencer avec l'étude de cas de cette ORE. Donc cette ORE, cette ORE s'est inscrit dans plusieurs objectifs. Le premier, c'est la protection de l'eau et de sa qualité, comme vous l'a présenté Catherine, au travers de zones capables de capter, de filtrer et dépolluer l'eau de ruissellement. C'est-à-dire qu'on a une politique communale depuis plusieurs mandats qui vise à protéger l'eau, à réhabiliter les sols et surtout à protéger au maximum le foncier de la commune. Donc on a cet objectif qui s'est superposé sur la protection de la flore, les arbres, les espaces, les zones naturelles. Et tout ça, c'est imbriqué, c'est lié, et donc c'est bien lié au cycle de l'eau. Et bien entendu, on a essayé de mettre en œuvre aussi la protection de la faune indissociable de la flore. Donc le contexte est le suivant. Morcourt, c'est une commune des Yvelines. Il y a 2 tiers de sa superficie qui sont constitués d'espaces naturels diversifiés. Il y a un petit peu plus de 10 ans, Morcourt a été élu capitale de la biodiversité avec la création de corridors écologiques. Donc il y a une partie de la commune qui se situe en bord d'eau, donc avec le cours d'eau qui s'appelle l'Oise, et on a une partie de la commune un petit peu plus haute, une altimétrie, qui se situe au niveau de la forêt de Lautil. Donc on avait effectivement 2 corridors avec 2 trams, la trame verte et la trame bleue. Sur cette collectivité, on a également des espaces boisés classés. Donc pour parfaire et puis pour mettre en avant la- le contexte professionnel de cette ORE et aussi le- la protection du foncier, on a voulu en 2022 signer la déclaration des droits de l'arbre et aussi en adhérant à l'association Arbre pour protéger tous ces éléments de biodiversité et ainsi en procédant à un inventaire des éléments du paysage. Donc sur cette collectivité, l'ORE, elle rentre dans des enjeux stratégiques. Donc bien entendu, le premier enjeu, c'est la protection des espaces naturels. Euh, Pourquoi? Parce que Morcourt est une commune qui appartient à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc on a une forte pression foncière dans le cadre du projet du Grand Paris. On a également des superpositions de lois avec des injonctions contradictoires par rapport aux problématiques du foncier. Donc, il paraissait important dans la continuité de la politique locale de conserver la faune, la flore, et en s'appuyant sur un engagement communal et citoyen. Donc, l'ORE est vraiment l'outil qu'on a essayé de mettre en avant et que j'ai essayé de développer sur le mandat en cours et qui va bientôt se terminer. Donc, bien entendu, l'ORE, c'est un document qui est complet, qui nécessite beaucoup de discussions. Et je pense notamment sur l'aspect ou l'enjeu des espèces menacées et protégées, où bah là encore une fois, on a différentes injonctions contradictoires qui peuvent se superposer avec d'autres enjeux. Donc il faut savoir où sont les priorités. La priorité est aussi un des enjeux majeurs qu'on a essayé de garder, c'est la gestion durable des ressources naturelles et le renforcement des corridors écologiques
et on va y venir un petit peu plus tard dans la présentation, l'éducation environnementale locale. Donc, je vous propose de continuer avec la slide suivante. Donc, notre ORE qu'on a conçu effectivement avec Catherine, Benoît, et puis France Nature Environnement. Elle s'est décomposée en plusieurs chapitres. Donc, on a essayé d'être le plus explicite, le plus clair possible pour avoir une lecture d'un document qui est assez lourd quand on est non sachant, ou même tout simplement pour présenter ce document qui n'est pas forcément avenant de prime abord. Donc, on a défini euh, le contexte, l'objet de l'ORE, les biens concernés, c'est-à-dire notamment toutes les parcelles, tout ce qui constitue les parcelles, avec un point majeur sur lequel l'association environnementale France Nature Environnement est intervenue, c'est-à-dire les obligations réciproques des parties et des points qui sont encore aujourd'hui en cours de réflexion, parce que c'est non sans contrainte, sans contrepartie, sur les modalités de gestion et de conservation. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ORE, c'est un engagement sur 99 ans. Donc là, dans le cadre d'une collectivité, il faut bien se dire que le mandat en cours, il n'est pas figé sur 99 ans. Il peut y avoir des changements de politique, il peut y avoir des changements divers et variés. Donc, il faut essayer de penser le plus loin possible. Et c'est là où, bien entendu, on peut poser les choses à un instant T, mais on ne peut pas les définir dans 99 ans. Donc, avec Benoît, on a pu développer les dispositions réglementaires et légales et, bien entendu, les conditions de révision, les conditions de résiliation et des aspects un petit peu plus techniques et juridiques sur les dispositions administratives et fiscales. Donc, dans notre ORE, on a, comme je vous l'ai présenté précédemment, des enjeux environnementaux, de biodiversité, une gestion et un aménagement du territoire, euh, deux points majeurs sur l'eau et le climat, donc comment préserver sur 99 ans les ressources en eau potable, comment améliorer ces ressources en eau dans le cadre d'un changement de climat, comment mettre en adéquation la réglementation, le cadre juridique et comment gérer ces espaces naturels à la propriété de la commune. J'insiste sur la propriété de la commune dans des pratiques écologiques. La préservation du paysage, du patrimoine arboré, donc le paysage local, tout ce qu'on a pu inventorier au niveau du patrimoine arboré local, les différentes pollutions et nuisances, et comment on a réussi à mettre en œuvre et comment on va pouvoir suivre tout ce qu'on met en place. Alors, je vous propose de continuer avec la slide suivante. Donc, dans notre ORE, faut bien le comprendre, deux problématiques majeures. C'est la problématique foncière euh, et une deuxième qui est la problématique budgétaire. En termes de foncier, comme je vous le disais précédemment, notre commune a eu un transfert de compétences sur une partie des compétences, donc qui sont revenues à la communauté d'agglomération. Il faut savoir que pour préserver notre foncier, ce dispositif de l'ORE semblait être, et semble toujours l'être, un outil qui va pouvoir nous permettre de conserver une partie de notre foncier, notamment face aux enjeux, comme je vous le disais précédemment, de pression foncière, avec des injonctions contradictoires entre différentes lois, la loi SRU, la loi climat, la loi du flot. Donc, on espère que ça durera dans le temps, que cette ORE sera défendue par le magistrat si un jour ça va en contentieux devant les tribunaux pour faire prévaloir le droit de l'environnement sur un droit d'urbanisme. L'intégration de terrain dans l'ORE limite leur usage futur. Donc, il faut bien comprendre que ça peut être un frein en cas de besoin d'aménagement urbain. Euh, donc ça, on l'a inclus. On a laissé une certaine marge de manœuvre. Euh, mais bien entendu, ça sera une problématique qui risque de faire évoluer l'ORE dans les 99 ans à venir. En termes budgétaires,
Il est évident que pour faire une ORE, ça nécessite un investissement personnel, un investissement professionnel, enfin, ça nécessite un investissement à tout terme. Et il faut se dire que c'est pour un bien commun et qu'on parle de l'avenir, hein. On parle de nos enfants et on parle tout simplement de l'avenir de l'environnement. Donc oui, ça a un coût. Il faut définir les coûts, le suivi de ses obligations, les actions de conservation et l'application des sanctions financières. On a voté au sein de la commune de Morcourt ce que Benoît vous a présenté précédemment, c'est-à-dire une exonération fiscale sur les propriétés non bâties euh, qui représente une perte fiscale de recettes pour la commune. L'objectif pourra vous être explicité plus clairement par Benoît s'il y a des questions sur ce sujet. Mais en clair, le but, c'est que les riverains puissent faire des ORE sur la commune en étant exonérés fiscalement. Je propose de continuer avec la slide suivante. Donc, notre organisation de travail, c'est une démarche qui a commencé en 2020. Euh, la date de début sur lequel j'ai été conseiller municipal sur le mandat, avec différentes délibérations pour aller progressivement dans une organisation de travail qui permet de finir sur l'ORE. Mais il est évident que pour pouvoir constituer une ORE, il y a des étapes sur une collectivité, notamment la déclaration des droits de l'arbre, notamment la mise en place d'un inventaire de patrimoine arboré. Donc il y a tout un travail de fond à mettre en place pour arriver à ce document qui va être un document qui permettra de synthétiser, si je puis dire, l'ensemble euh, de chaque élément. Donc sur 2025-2026, euh, on a créé, on est en cours de création d'un marché, si je puis dire, c'est-à-dire est-ce que l'ORE pourra se développer euh, plus grandement à l'issue des autres mandats? Est-ce qu'elle pourra être reprise auprès de futurs conseillers? Comment on va la financer? Euh, on se pose la question aujourd'hui avec cette ORE communale de comment pouvoir éventuellement la dupliquer au niveau d'autres collectivités. Donc, une des questions qu'on se pose, c'est s'il faut ou non créer un statut de référent arbre au sein des collectivités pour qu'il y ait une personne qui puisse être référente sur le sujet, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux. Et donc aujourd'hui, on travaille, enfin je travaille bien entendu, sur une proposition de formation pour qu'on puisse avoir une méthodologie de travail sur cette organisation. Il est clair que c'est un document, l'ORE, qui est amené à évoluer, comme l'a expliqué Benoît, comme l'a expliqué Catherine. C'est un outil qui a, je pense, beaucoup d'avenir, mais il faut bien entendu euh, des points de contrôle et il faut bien entendu une veille réglementaire et législative. Alors, je vous propose de continuer avec le slide suivant. Donc, notre ORE aujourd'hui est en cours de signature. Elle doit être signée dans les prochaines semaines, voire prochains mois. On a plusieurs possibilités de financement sur cette ORE, notamment le mécénat, notamment les dons. L'objectif de cette ORE, donc on le comprend bien, c'est de faire valoir un bien commun, un cadre privilégié au sein d'une collectivité, puisque là on parle d'une commune, de préserver une qualité de vie dans une commune, de préserver un environnement dans une commune, et aussi de mettre en avant une éducation de tout point de vue, de toute génération confondue, sur une commune. Donc, un des financements sur lequel on s'oriente, c'est le mécénat, c'est de faire valoir cette ORE auprès des entreprises qui pourraient être engagées dans une RSE
sous forme d'un mécénat écologique, c'est-à-dire en soutenant des actions de protection de la biodiversité. Certaines formes de mécénat peuvent ouvrir droit à des avantages fiscaux, notamment pour les entreprises et particuliers qui soutiennent financièrement des actions d'intérêt général. L'exonération fiscale, comme je vous l'ai présenté précédemment, pour les propriétaires fonciers, donc les riverains de la commune, engagés dans l'ORE, montre une volonté d'encourager des initiatives écologiques par des incitations économiques. On a une deuxième piste de financement qui est le don. Donc les habitants, les associations locales pourraient bien entendu contribuer via des dons pour financer des projets spécifiques liés à l'ORE comme la plantation d'arbres, la restauration d'habitats naturels ou la mise en place d'aires éducatives. Donc ça, c'est un point sur lequel je voudrais conclure. Aujourd'hui, l'ORE, ça a été un gros travail de fond pour se dire que il devient de plus en plus difficile dans les collectivités de maintenir, de conserver avec toutes les problématiques qui peuvent exister un PLU stable, puisque le PLU se doit d'évoluer. Euh, on a des obligations, des contraintes. Donc c'est vraiment l'ORE qui nous permet de se dire à un instant T, on va essayer de bloquer au maximum du parcellaire pour penser sur 99 ans à tous les enjeux qui sont des enjeux d'actualité. Et donc pour ce faire, on, on part du principe que c'est l'éducation à cette ORE, donc en fin de compte la moralisation de cette ORE qui va nous permettre de la faire perdurer. Donc qu'on qu'on soit clair, c'est de prendre des parcelles types sur la commune où on va avoir une biodiversité existante et où on va pouvoir développer un accroissement de la biodiversité et le mettre en œuvre pédagogiquement avec des enseignants, des classes pour faire vivre l'ORE. Puisque l'ORE, si on ne la fait pas vivre, euh, je ne sais pas quel sera son devenir. En tout cas, je pense qu'il est important de la moraliser pour que les habitants de la commune comprennent qu'au-delà du document, au-delà du PLU, il y a des enjeux qui se superposent. Les élus, les adjoints, les maires, ils vont faire leur possible, mais pour que l'ORE prenne un poids et un intérêt d'ampleur, il faut que ça vienne des habitants. Et quand je dis des habitants, c'est les enfants. Voilà. Donc, je dirais que pour conclure, l'ORE est aujourd'hui, lorsqu'elle sera signée, sera dans les mains des enfants de la collectivité. Voilà. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je vous l'ai présenté, donc la moralisation de l'ORE, donc elle passe par un parrainage moral de cette ORE par les riverains. Donc, l'objectif, c'est que des habitants de la commune qui ont participé à un projet, notamment sur la commune de plantation de microforêts en 2024, soient étendus sur l'intégralité des parcelles de cette ORE. Donc, l'objectif, vous le comprendrez, c'est de créer un lien entre la municipalité, les citoyens pour garantir le respect des engagements de l'ORE. Donc, ces fameuses aires éducatives terrestres ou maritimes, donc ces aires éducatives de suivi des inventaires, vont nous permettre d'impliquer les habitants, donc les enfants. Les enfants vont communiquer avec leurs parents. Donc, on va essayer au maximum de créer une synergie au niveau de la population locale pour mettre en avant les aspects d'observation de la nature, de préservation et donc d'avoir une lecture du paysage qui soit dans un intérêt de préservation et de protection de la biodiversité. Donc en clair, on va créer des ateliers dans les écoles en utilisant les supports de la collectivité que sont les parcelles protégées par l'ORE. Je propose de passer à la slide suivante. Ensuite, on va avoir terminé. Donc les conclusions sur l'ORE à ce stade.
Il y a une dynamique sur la commune, sur ses habitants. On a un territoire déjà mobilisé puisque c'est une démarche qui a démarré en 2011, donc ça fait plus de 15 ans. Je dirais même que ça fait des décennies. Euh, une des difficultés qu'on a, comme le disait Catherine, c'est toujours la même chose, c'est le poids de l'argent, donc le financement, le coût de la mise en place de l'ORE. L'ORE, je répète, avant tout et pour tout, c'est pour protéger des biens communs euh, et penser à l'avenir avant de parler d'argent. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de possibilités. Donc le territoire est sensibilisé. Il y a il y a des mises en place qui peuvent être rapides, mais il faut vraiment prendre le temps de faire les choses, poser les points de contrôle, notamment face aux enjeux de pression foncière, où là, donc, on a bien entendu les injonctions contradictoires avec les lois d'urbanisme qui se mettent en place, et puis bien entendu des problématiques qui vont venir au sein de l'ORE, dont on a déjà eu à faire face en pleine élaboration, les cas de force majeure, les cas de tempête, où on a des arbres qui sont inventoriés, où on a des forêts qui sont inventoriées, euh, les questions de responsabilité. Donc tout ça, c'est amené à évoluer. Et bien entendu, c'est un document qui doit vivre et qui doit évoluer. Donc, cette ORE, on va la communiquer auprès des locaux, hein, parce que c'est une ORE communale, notamment sur toute la protection des arbres, parce qu'on a un étendu parcellaire qui passe à proximité donc de chemins publics, que ce soit des chemins ruraux ou non ruraux. Toujours est-il qu'en laissant évoluer ces arbres sur 99 ans, il est évident qu'en cas d'orage, en cas de tempête, il y a un risque accru. On espère que cette ORE pourra également servir d'outil pour développer d'autres ORE au niveau national, voire à d'autres niveaux, à d'autres échelles, et que bien entendu, cette ORE serve en termes de veille réglementaire sur le territoire du bassin parisien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Adrien. J'ai deux questions dans le chat. Donc toujours une question de Charlotte. Dans votre ORE, mettez-vous en avant le SRCE de votre commune pour vous appuyer sur un outil réglementaire existant. Ouais, pour cette question, je laisserai Catherine répondre. D'accord. Encore... Bah, pareil, je la note pour la fin. Donc nous avions aussi une question de Jean-Marc. Quel est le coût budgétaire de l'acte notarié pour la commune? Alors là, pareil, je laisserai Benoît répondre sur cette question. Ok. Donc, vous protégez les espaces arborés communaux. Y a-t-il des espaces forestiers importants en propriété privée ou agricole? Non, l'ORE est à titre communal, donc l'intégralité du parcellaire qui est préservé est détenue par la commune uniquement. Merci. Et une dernière question après, on passera à la suite. Dans une ORE, peut-on intégrer un volet contractuel de type variant de gestion en fonction des contraintes environnementales ou un volet révision de gestion tous les 10 ans? Alors là, pareil, je laisserai le co-contractant répondre à cette question en accord avec Maître Hartenstein. Bonjour à tous. Alors, Jean-Pierre Rognier, je suis déjà le président de Bien Vivre à Vernouillet. Bien Vivre à Vernouillet, c'est une commune à quelques kilomètres de Mourcourt. Et je suis vice-président de France Nature Environnement Yvelines. Alors, l'ORE, il faut savoir qu'elle est portée par FNE, l'ORE de Mourcourt. En contractant, c'est FNE Île-de-France, puisqu'il fallait quand même une structure plus grosse que la nôtre, et que tout a été discuté en parallèle avec, entre autres, avec Luc Blanchard, coprésident de FNE Île-de-France, côté juridique avec Maxime Collin, qui est membre aussi de FNE,
Et à partir de là, si vous voulez, j'ai suivi toute la mise en place parce que le premier contact est passé par FNU Yvelines et surtout ma proximité, entre autres, me permettait de connaître Morcourt et je signerai l'importance de cet enjeu puisque c'est une des rares communes dans le secteur qui a lutté depuis plusieurs mandats contre l'urbanisation du secteur un peu à outrance, hein, quand on connaît la vallée de la Seine. Donc c'est vraiment pour nous vraiment un village exemplaire et cette volonté de faire une ORE était d'autant plus importante qu'elle couvrait l'ensemble du patrimoine, enfin des parcelles publiques de Morcourt, alors qu'on est habitué à entendre parler de ORE plutôt sur des terrains plus petits, 1 hectare était déjà une surface importante. Donc là, on est sur plusieurs hectares, l'ensemble d'une commune qui va être protégée, une bonne façon de lutter aussi contre les projets routiers. Bon, c'est un outil très intéressant. Et surtout, pour finir sur ce point-là, on a presque découvert toutes les subtilités de l'ORE, justement, avec le cas de Morcourt. Ce texte de loi était relativement récent, le voyez peu appliqué, il y a peu de jurisprudence, pour pas dire aucune à aujourd'hui. Et l'importance de tout le travail qui a été fait aussi tout en amont par le notaire nous a apporté beaucoup. Donc, c'est vraiment un travail en commun. Voilà. Il y a 6 slides, mais vous inquiétez pas pour la longueur des textes. Je les ai juste remis principalement de titre de rappel, sachant que pour les personnes qui ne pouvaient pas assister à la présentation en visio, je trouvais que c'était important de donner quand même un contenu qui pourrait lire tranquillement. Voilà. Donc, pour les aspects pratiques, le premier rappel, mais je vais faire rapidement puisque les 3 personnes précédentes ont très bien couvert le sujet. Donc, l'éligibilité, c'est surtout bien ciblé les propriétaires concernés, le type de terrain. Les étapes de mise en place sont importantes, donc l'identification des objectifs, la rédaction du contrat, la signature du contrat et bien sûr l'enregistrement, puisque comme l'a indiqué le notaire, il est opposable au tiers et c'est surtout, et je crois qu'il ne l'a pas forcément précisé, mais c'est un contrat de droit privé. Donc ça, et si j'ai fait une erreur, il me corrigera, mais c'est d'autant plus important puisque c'est c'est un point complémentaire au niveau juridique qui est intéressant puisque comme c'est un contrat privé, on peut ou pas en diffuser la connaissance. Bon, après, c'est le choix de Morcourt, mais bon, c'est quand même un point important. Alors, le contenu du contrat, bon, je ne rentre pas dans le détail puisque là, c'est la durée, c'est quand même une durée minimale de 5 ans, mais c'est vrai que 99 ans est quand même un objectif, hein, puisque une ORE est intéressante si on fait sur une durée très longue. Le suivi et le contrôle, on en a parlé un peu avec Adrien. Bon, il a parlé beaucoup du suivi, moi j'ai parlé un peu du contrôle, un peu plus loin derrière. C'est qu'il est important effectivement de s'assurer en tant que contractant qu'on a aussi les moyens de vérifier que la commune, surtout en cas de changement d'équipe, ce qui peut nous amener à une équipe qui est plus favorable à une urbanisation, ce que je ne souhaite pas évidemment en Morcourt, mais c'est de pouvoir être là quand même pour s'assurer que l'ORE est bien appliquée et bien respectée. L'importance des sanctions, ça fait partie du contrat, comment on peut s'opposer en tant que contractant à une commune qui changerait de politique. C'est bien les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de non-respect des engagements. C'est des points juridiques, je ne vais pas m'y attarder, mais on peut pas, par exemple, parler du droit de l'arbre et du coût d'un arbre que l'on coupe. Si la commune coupe des arbres protégés par l'ORE consentant d'ancienneté, par exemple, on peut donc considérer que ça a un coût, c'est le coût de l'arbre. Certaines structures de FNE, je crois que c'est le 95, a beaucoup développé cette politique-là. Donc voilà, c'est intéressant à savoir qu'il faut fixer des sanctions. Les avantages fiscaux, j'y reviens pas. Le soutien financier, j'y reviens pas non plus. Ça a été très bien développé avant. C'est l'avantage d'être le dernier. Et la flexibilité et l'adaptation, donc comme il disait, les textes de loi évoluent, donc il faut savoir s'engager, adapter les changements. Ça peut être aussi le climat, les connaissances scientifiques, les conditions locales. On peut parler par exemple justement d'un PLUI, d'un plan local d'urbanisme intercommunal, qui viendrait peut-être ou pas interférer dans ces éléments avec l'ORE. Donc c'est aussi une protection indirecte pour éviter une évolution ou la mise en place d'un PLUI qui irait vraiment à l'encontre des intérêts de la commune. Et bien sûr, le renouvellement, si on prend une durée, par exemple, limitée à 10 ans, faut bien sûr s'assurer que qu'est-ce qui viendra après ces fameuses 10 ans. Bon, comme là encore, les 99 ans protègent beaucoup de ce point-là.
le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, moi, j'ai retenu des trois aspects qui me semblaient importants suite à toutes les discussions qu'on n'a pas eues, et puis, bon, en tant que FNE. Donc, le premier point, ça sera évaluer les enjeux environnementaux, les indicateurs. Alors là, Adrien et Catherine sont sûrement mieux armés que moi pour éventuellement développer les aspects, mais je pense que c'est important. Et le rôle des associations agréées de protection de l'environnement. Tiens, il y a un petit décalage dans la présentation. Et donc, on va passer au premier point, évaluer les enjeux environnementaux. Alors, ces trois aspects pratiques que j'ai reconnus ne sont pas une hiérarchie, hein, c'est juste un choix personnel. Voilà. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, alors là, c'est pareil, hein, je n'ai pas rentré dans tout le détail. L'idée, c'était de retrouver les points principaux, et comme je dis, ils ont déjà été abordés. Donc, l'identification, ben là, hein, la biodiversité, les habitats naturels, les ressources naturelles, donc l'importance de l'eau. Il faut savoir que l'eau dans les Yvelines et dans l'Île-de-France est un point majeur. Donc, il y a beaucoup en ce moment, beaucoup de débats et de webinaires, de réunions au sujet de l'eau. L'analyse des fonctions écologiques, bon là, hein, c'est tout ce qu'on parle de la pollinisation, la régulation des eaux, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail. On en a parlé avec les trames zones vertes, hein, la continuité des habitats et des zones naturelles environnantes, hein, dont les corridors écologiques, je ne vais pas en revenir non plus. L'évaluation des pressions et menaces, ça c'est un point important justement, puisque certaines espèces peuvent être considérées comme invasives, pas invasives. Qu'est-ce qu'on doit en faire de la rouée du Japon ou pas? Donc tout ça, ça se discute et c'est des choix à faire. La définition des objectifs et des indicateurs, donc c'est ce que je disais, les objectifs environnementaux doivent être clairs et mesurables. Hein, le but du jeu aussi, c'est que les parcelles protégées visent aussi à l'amélioration de l'environnement. On en a parlé un peu de l'amélioration du sol. Les indicateurs de suivi, ben là, c'est pour avoir un outil qui permettra de suivre l'évolution justement de l'amélioration de l'environnement et d'établir des indicateurs qui permettent de suivre le progrès et surtout d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place. Je reprends un peu mon souffle. Donc, on rentre ensuite à la planification des mesures de gestion. Les mesures de conservation, planifier les actions spécifiques, hein, puisque tous ces outils de protection peuvent s'étaler sur des années, évidemment, et les mesures de restauration, bon, ben, les actions en cas de dégradation, bon, on en a parlé, Adrien a fait mention, par exemple, des aléas climatiques, hein, une tempête, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là au niveau de l'ORE? Les évaluations des impacts aussi, hein, réaliser donc important une étude d'impact, ça rentre dans le coup, mais bon, c'est important pour évaluer les effets potentiels des mesures proposées et surtout les scénarios aussi de gestion. Bon, là, c'est vrai pour les parcelles aussi protégées par des privés, les scénarios en fonction évidemment de ce qui est le plus intéressant au niveau options des plus efficaces et durables. Et donc là, on rentre dans le cadre aussi des règles du co-contractant. C'est toutes les discussions au sujet de qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger telle espèce. Est-ce que ces espèces-là, on les considère comme invasives ou pas? Puisque, comme je disais tout à l'heure, les appréciations sont diverses. Pour la littérature, regardez la rouée du Japon. Et puisqu'on en trouve, je crois, si je n'ai pas de mémoire, on en a sur nos communes là aux alentours. Et après, effectivement, on parlait de l'OR en tant que contrat, mais donc tout ce qui peut être documentation et rapport. C'est-à-dire que tous les documents gérés pour les étapes de l'évaluation et des décisions prises pour assurer la transparence, puisqu'il y a des contractants, donc au niveau du document et du suivi des personnes, il faut qu'on puisse les avoir. Et surtout aussi, garder bien une trace de la traçabilité. Alors la traçabilité dans le sens de tout ce qui est fait au niveau de l'ORE pour pouvoir apporter aux juges les éléments importants. Et donc, je reprendrai là la démarche de la commune de Mourcourt, qui est très intéressante, qui avait été effectivement suggérée par le notaire et où FNE adhère évidemment complètement. C'est le fait d'intéresser les enfants, les écoles, les habitants, puisque par exemple, tous les ateliers, tout ce qui aura été fait pour les écoles est important à documenter. Et tout ça vient en annexe en fait de l'ORE pour bien montrer que l'ORE vit. Et là, Adrien l'a bien insisté, il faut que ce soit une ORE, il faut qu'elle soit vivante pour bien montrer qu'on ne s'est pas contenté de faire une ORE un instant T. Non, elle doit être vivante.
Donc, on doit montrer effectivement à travers les actes que peut faire la commune, par exemple avec les écoles, que voilà. Et évidemment, c'est tout le travail de l'ORE derrière, hein, c'est le rapport final qui résume les enjeux, les objectifs, les mesures proposées, les indicateurs de suivi. La partie indicateurs de suivi, je ne l'ai pas trop développée, mais bon, il faut savoir que c'est quand même un point important, puisque comme je disais, ça mesure le travail de la commune et des résultats, et aussi du travail du co-contractant. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Je suis déjà au point 3, j'ai oublié le point 2, il me semble. Des indicateurs, oui. Il y a un point 2. Voilà. Alors, sur ce point-là, bon, moi, j'ai été noté, je vous dis, je ne suis pas spécialiste de la question. Il faut toujours mieux faire appel aux professionnels. Bon, au sein de la commune de Mourcourt, il y en a. Au sein de FNE Île-de-France, on peut faire bien sûr avoir l'expertise. Mais bon, c'était quand même pour donner une évaluation et comment, je dirais, mesurer les choses. Donc, les indicateurs de biodiversité. Bon, il y a des outils comme l'indice de Shannon. Bon, j'ai précisé les éléments. Le suivi des espèces protégées ou des invasives. Surtout les indicateurs de qualité de l'habitat, hein, les évaluations de l'état, de la conservation espaces naturels, les zones humides, les prairies, etc. C'est d'autant plus vrai que la surface est importante, hein. Je rappelle, Morcourt, en prenant, je crois que c'est la seule commune de France aujourd'hui, si j'ai pas vu d'autres cas, c'est l'ensemble d'une commune, de tous les parcelles publiques de la commune. Donc, ça peut couvrir des forêts, des zones humides, des zones très importantes. Bon, mesurer les surfaces, bon, ça fait partie évidemment des inventaires, et assurer la continuité, on en a déjà parlé. Les indicateurs de ressources, pareil, hein, la qualité de l'eau, la qualité des sols, la qualité de l'air, tous ces éléments sont importants. On parlait tout à l'heure, Catherine, on parlait de la qualité des sols au niveau chimique. Elle parlait effectivement plus de la qualité des sols au niveau des micro-organismes. Moi, je reviendrai sur la qualité des sols, comme il est important quand même de connaître ceux qui peuvent faire l'objet, entre autres, d'une pollution importante. Bon, souvent, c'est des parcelles privées, évidemment, mais il vaut quand même mieux savoir au niveau de la commune. Ça peut être, par exemple, une ancienne décharge, c'était le cas à Triel-sur-Seine. Donc, les sols, la présence des contaminants n'est pas oubliée. La qualité de l'air, alors c'est vrai qu'au niveau de la qualité de l'air, on peut penser que c'est au niveau étudiant de l'Île-de-France que ça se joue. Non, en fait, chaque commune a son rôle à jouer. C'est-à-dire que si chaque commune, c'est la somme d'un tout, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir une bonne qualité de l'air au niveau Île-de-France, si au niveau départemental, je ne fais pas ce qu'il faut, et au niveau des communes, si je ne fais pas ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué la qualité de l'air, et je pense que c'est un point aussi important. Bon, trois thèmes qu'on retrouve beaucoup, hein, qu'on porte beaucoup à FNU Île-de-France et dans toutes les associations environnementales. C'est vraiment les trois axes aujourd'hui, je dirais, qui permettent aussi de sensibiliser les gens plus facilement. Alors, moi, je ne suis pas écologiste au départ, je suis né à l'environnement il y a une dizaine d'années, plus justement par des problèmes qu'on rencontrait au niveau des communes. Et j'ai remarqué une chose, parler de biodiversité, d'environnement, etc., c'est très important, mais on touche en fait plus facilement les gens quand on parle aussi de l'impact sur la santé. Et un message sur la qualité de l'eau, la qualité des sols et la qualité de l'air est effectivement plus facile à porter et donc d'autant plus facile, je dirais, à développer au niveau argumentaire pour mettre en place une ORE. On parlait tout à l'heure, bon, on en avait parlé, hein, des pratiques agricoles. Hein, évidemment, on peut avoir des agriculteurs qui cultivent des parcelles communales. Bon, c'est plutôt rare, mais ça pourrait tout à fait arriver. Mais bon, comme on le sait, hein, les parcelles, la façon dont on travaille la parcelle d'à côté protégée est importante de savoir ce que va faire l'agriculteur à côté. Donc là, c'est tout un travail aussi de discussion, de sensibilisation. Donc pareil, d'encourager les pratiques agricoles durables. La gestion forestière, là encore, hein, je peux avoir des communes forestières et qui appartiennent aux doigts privés à côté. Hein, je crois que c'est plus de la moitié des communes en France. Donc là encore, tout le travail de discussion avec les autres propriétaires est importante. Bon, et là, pareil, hein, la gestion de l'eau ne se limite pas, évidemment. On n'a pas de frontières, hein, comme on dit à l'eau. Hein, donc, c'est comme les pollutions. Donc, c'est important de voir les pratiques de gestion, d'irrigation, tout ça. Mais aussi, bon, j'ai rappelé aussi, évidemment, le traitement des eaux usées. Bon, c'est très contrôlé, mais il faut quand même faire attention puisqu'on a vu au niveau des éléments comme nous, avec un problème qu'on a eu sur le SIAP,
une entreprise, on va dire, de traitement peut avoir un impact sur la commune, hein, la pollution de l'eau, par exemple. Donc, c'est important à signaler. Là aussi, j'ai voulu prendre, bon, c'est peut-être parce que c'est plus ma partie, les enjeux socio-économiques. Hein. Le niveau d'implication, ça c'est un peu le côté social, je dirais, des propriétaires fonciers, des associations, des autorités locales. Et bon, je rajoute évidemment les écoles dont je vais parler plus bas. Les bénéfices économiques, on a parlé d'un coût, mais bon, évidemment, il y a pour les engagements environnementaux, il y a les subventions, les avantages fiscaux. Et je dirais aussi un élément important, c'est effectivement le mécénat que peut être apporté par les entreprises dans le cas d'un SRE. C'est vrai que pour une entreprise qui a des objectifs à respecter par le biais d'un SRE, c'est vrai que trouver des terrains, plusieurs hectares, ou un peu comme la compensation, savoir qu'une commune peut être à la base d'une protection globale, ça peut être intéressant effectivement dans le cadre du mécénat. Et j'aime répéter, mais je trouve que c'est important, et je vous dis, hein, la suggestion du notaire, et je dirais tout de suite, les élus et nous-mêmes avons compris tout l'intérêt de la sensibilisation et d'éducation, hein, mesure des efforts de sensibilisation et d'éducation environnementale auprès des parties prenantes et du public, exemple les écoles, et je dirais, les écoliers peuvent être les futurs élus. Donc, autant que la sensibilisation dès le départ, qui est de toute façon une chose essentielle, permet aussi, à terme, je dirais, d'avoir peut-être des élus qui seront beaucoup plus sensibles aux questions environnementaux et climatiques, je dirais, qu'ils ne le sont en moyenne aujourd'hui. Alors, on va passer au dernier slide et ce sera l'avant-dernier, sur le rôle du contractant. Merci Jean-Pierre. Il faudra juste penser à vraiment accélérer un petit peu parce qu'il nous reste 5 minutes sur le Ok, temps oui, ça va imparti. être bon. Super. Donc, le rôle des associations agréées, donc le soutien aux propriétaires fonciers, donc ou aux communes, hein, bien sûr. Bon, voilà, je ne vais pas détailler, on en a déjà parlé. L'accompagnement, ça c'est important. Faut savoir que c'est un gros travail. On a été voilà, on a beaucoup apprécié que Mourcourt nous contacte pour cette chose-là, puisque c'était nouveau et puis c'était la première fois qu'on avait un contact. On en a eu d'autres après sur des ORE, mais plutôt parcellaire. Donc, l'accompagnement est important et d'aider à déterminer effectivement tout ce qui est pris en compte. Et comme je disais, le suivi et le contrôle pour s'assurer l'engagement pris dans le cadre de l'ORE. Alors, à savoir, l'association agréée, alors je sais agréée, c'est contractant, mais bon, il vaut mieux prendre une association agréée environnementale. Ça peut être à l'initiative de la mise en place de l'ORE, peut être donc à la base de l'initiative. Elle peut donc aussi se constituer partie civile pour les faits portant préjudice à l'environnement. Donc, si l'ORE n'est pas respectée, France Nature Environnement pourrait se porter partie civile. Et il peut être aussi désigné pour siéger dans les commissions, conseils à vocation consultatives, donc au niveau national, régional ou départemental, elles peuvent l'être aussi, également l'être au niveau communal. Donc là, c'est un peu une suggestion que je fais. C'est effectivement une commune de Mourcourt, au niveau d'une commune, il peut être intéressant dans un organisme de consultation, de participation ou sous une forme de commission, de pouvoir faire appel éventuellement à un membre de l'association co-contractante. Et j'arrive à ma conclusion, donc le slide suivant. Voilà, pour les aspects pratiques. Ne pas sous-estimer le délai, puisque voilà, vous avez vu, ça s'étale sur plusieurs années. Bon, c'est toute une commune, c'est normal, mais c'est important. L'importance du diagnostic, donc il faut envisager peut-être d'établir un atlas de la biodiversité si cela concerne donc plusieurs hectares. Déterminer précisément la liste des parcelles et leur statut, je le précise parce que c'est un gros travail qui a dû être fait à Mourcourt, de savoir le statut des parcelles, même communales. Vous savez que l'inventaire des parcelles au niveau communal n'est pas tout à fait à jour souvent, et surtout le statut des parcelles. Donc, il faut absolument s'assurer qu'elles soient bien, je dirais, de droit public, droit privé de la commune. Donc, il faut s'assurer du statut des parcelles et écarter, je crois que ce qui a été fait à Mourcourt, écarter toute parcelle qui pourrait prêter à litige. Et puis, l'important, donc, hein, en amont et dès le départ, trouver une association contractante, garant ou tiers de confiance. J'aime bien, moi, le terme de tiers de confiance, dès l'amont. Et pour une question qui a été posée dans le chat, oui, prévoir une clause qui permet au cas où l'association agréée ne peut plus faire face à son agrément, à ses engagements, dans quelle mesure on peut trouver un autre contractant
C'est pour ça qu'au niveau de FNE Yvelines, il était plus simple que ce soit FNE Île-de-France qui porte, puisqu'ils ont une structure beaucoup plus adaptée pour ça, entre autres avec un Maxime Collin au niveau juridique. Donc c'était important que ce soit au niveau de FNE Île-de-France que ce soit porté. Ben, je remercie à tout le monde pour votre attention. Et ben, s'il y a des questions maintenant, on peut être à même d'y répondre, sachant que je ferai comme Adrien sur tous les points juridiques précis. Je préfère que ce soit le notaire qui réponde à ces questions. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Donc il y a une question de Gérard Couvray qui est tombée dans le chat. Effectivement, comme vous dites, toutes les questions juridiques, pour ceux qui veulent rester, on les abordera un petit peu après brièvement. Donc la question de Gérard, le contrat est établi sur demande du conseil municipal, par notaire et vous en tant que conseil paysagiste, mais y a-t-il eu concertation avec le public, une participation active et des ateliers? Bah, alors, si je veux me permettre, je vais répondre pour la commune de sur la commune de Mourcourt. Nous, on n'est pas en tant que conseil paysagiste, nous, on y est plutôt sur tout ce qui est environnement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre à la commune sur un point particulier, mais on peut dire on n'est pas là pour dire vous avez coupé tel arbre ou telle chose. Éventuellement, la commune peut nous demander, mais il y a une sorte de confiance avec la commune, puisque nous, il est difficile de dire à chaque commune, oui, bah, tel arbre, vous allez le couper ou pas. On n'est pas là pour ça. On peut servir éventuellement de conseil, mais on n'est pas le passage obligé. Il faut plutôt voir, nous, au niveau de FNU de France, gérer sur les points globaux, comme je parlais tout à l'heure, sur les qualités de l'eau, de l'air et du sol. Nous, on aurait plutôt une approche, si vous voulez, dynamique et de synthèse plutôt que de répondre à des questions très ponctuelles. Mais on peut éventuellement le faire à titre de conseil. Concertation avec le public, participation active des ateliers, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit été fait au niveau de Mourcourt, non pas parce qu'ils ne voudraient pas, mais il y a, je dirais, un enjeu important vis-à-vis de la comité d'agglomération sur l'ORE. Donc, je dirais, c'est un sujet, on va dire, qui a été gardé sous le boisseau suffisamment longtemps pour ne pas rencontrer d'obstacles majeurs. Mais il n'y a aucun doute, et on en a parlé au niveau des écoles ou quoi, qu'il y aura une vraie volonté ensuite du conseil municipal et on espère de l'équipe suivante de sensibilisation, d'informer la population des enjeux, et je vous dis dès le départ au niveau des écoles. Euh, c'est moi qui ai posé la question. C'était juste pour préciser, je parlais bien d'un volet intégré dans l'ORE, d'un volet de communication et de sensibilisation, mais je pensais pas forcément aux écoles. Je pensais par exemple aux riverains, ça a été abordé tout à l'heure, vraiment dans le but d'inscrire la démarche dans le temps au cas où la législation change et où les ORE ne seraient plus valables dans l'avenir, de façon à pouvoir préserver les zones qui sont concernées par ces ORE. Oui, ben, je prenais les écoles, c'était qu'un exemple, mais effectivement, pour un point plus global, si j'ai pas tout à fait bien compris votre question, je pense que, je vous dis, le notaire pourra vous répondre. La J'ai vu à question, l'ensemble de vos questions, Charlotte, que vous semblez avoir déjà bien travaillé le sujet. la question, si je puis me permettre, c'est est-ce qu'on va communiquer plus largement sur cette ORE au-delà des écoles, c'est ça? Oui, c'est vraiment pour inscrire une culture locale de la protection de la zone, enfin, qui est concernée par l'ORE, en fait. Mais je pense que vous êtes dans cette démarche-là. C'était plus pour savoir au sein même du contrat si ça a été intégré ou pas. Donc manifestement, ça l'est peut-être d'une certaine manière avec les écoles et peut-être dans la démarche avec les riverains. Donc je pense que Alors, Yves, je vais répondre, je ne sais pas si ça répondra clairement à votre question. La communication, il est clair que c'est un enjeu d'actualité, notamment avec tous les réseaux sociaux. L'objectif, c'est pas de crier pignon sur rue ou de mettre en avant sur les réseaux sociaux qu'on a fait une ORE, surtout pas. L'objectif, c'est de bien comprendre que cette ORE, aussi bien pour les riverains que pour les écoles, euh, le- doit être respectée. Donc, quand je dis respectée, c'est-à-dire que foncièrement parlant, ces parcelles, on ne doit pas y pénétrer, on doit laisser la nature prendre ses droits. Donc, plus on va, c'est mon avis, hein, plus on va communiquer sur ne pas aller sur cet endroit, plus les gens vont aller sur cet endroit. Ça va attirer le regard. Donc, il y a, je dirais, une certaine forme de discrétion sur la communication. Ça pourra évoluer, mais dans un premier temps, c'est pas la volonté. La volonté, c'est de bien faire les choses, de les mettre en place et qu'elles soient respectées.
Oui, effectivement, mais en fait, c'est parce que certains ORE peuvent intégrer. Là, vous avez fait le choix de mettre en protection les parcelles de façon stricte. Donc, effectivement, on peut avoir des ERE avec une certaine perméabilité sur certaines communes, je pense, ou tout en maintenant le cadre strict de l'ORE, avoir de la communication, peut-être des accès publics à certains endroits, un peu comme les conservatoires naturels, d'espèces naturelles. Alors, ça pourra évoluer. Encore une fois, l'ORE doit vivre. Ça fera partie des axes de proposition, d'amélioration. Donc, la question, je pense, est ouverte et la réponse est ouverte. Donc, c'est une question, c'est une réponse sur laquelle il pourrait y avoir différents éléments de réponse dans l'avenir. Merci. Merci. Il y avait deux autres questions, il me semble, adressées à Catherine. Enfin, l'une à Benoît sur le coût des actes notariés dans les communes et deux pour Catherine. Je les retrouve pas spécifiquement. C'était aussi des questions de Charlotte, il me semble. L'application du schéma régional de C'est cohérence ça. écologique et le plan direct air énergie territoriale. C'est les deux questions que j'ai notées pour moi. J'y réponds? Vous Bah, je voulez que veux j'y réponde? bien, sauf si la personne qui a D'accord. posé les questions veut intervenir. Mais je sais pas. Donc la première question était si le SRCE, le plan régional et de cohérence écologique, avait été utilisé. Non, en l'occurrence, on s'est basé essentiellement pour cette ORE sur le PLU de mon recours qui intègre ces éléments. Donc il n'y a pas eu besoin de consulter autre chose. C'était déjà assez long et compliqué comme ça. Et de la même façon pour le plan direct air énergie territoriale, donc le PCAET, nous n'avons pas fait de lien particulier. On savait la stratégie qu'on voulait mettre en place. Donc voilà, on n'a pas fait de lien particulier avec ce plan. Encore une fois, le PLU a été largement suffisant pour faire ce travail. Merci. Donc il y avait deux autres questions pour Benoît, s'il est encore là. L'une sur la protection des arbres lors de l'élagage et l'autre sur le coût des actes notariés dans les communes. Oui, moi, je vais répondre rapidement parce que c'est vrai que c'est des questions importantes. Bah, notamment par rapport à l'élagage. Alors malheureusement non, hein, malheureusement non. L'ORE, c'est un outil juridique, un contrat à part, qui permet pas de préserver les arbres en limite de propriété. Par contre, je fais très court, mais deux voisins qui s'entendent bien peuvent convenir par contrat, ça s'appelle les servitudes, ils peuvent convenir de ne pas porter atteinte aux racines qui empiètent chez le voisin ou les branches qui surplombent la propriété tant qu'il n'y a pas de danger. Donc ils peuvent, deux voisins, faire un contrat, et ce contrat sera aussi opposable et transposable en cas de vente ou d'héritage. Les futurs propriétaires voisins héritiers devront respecter le contrat. Mais l'ORE, non, n'est pas dédié spécifiquement à ça. Par rapport au coût de l'acte, alors j'ai fait une formation il n'y a pas très longtemps pour mes confrères notaires et je vais en faire une encore régulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les honoraires des notaires sont fixes dans toute la France. Quand on fait une vente, une donation, les honoraires des notaires sont les mêmes partout. On appelle ça des émoluments. Ils sont partout les mêmes. Par contre, pour les ORE, c'est un des rares avantages qu'il y a, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'honoraire fixe déterminé pour les notaires, nous notaires. Donc, en fait, c'est librement convenu entre les parties. Et là, alors, ce que moi j'ai dit à mes confrères qui n'ont pas manqué de poser la question, quel est le coût d'une ORE? Alors, moi, je sais que je ne demande pas ce que je devrais demander qui couvrirait mes frais, mais ça, c'est mon problème. Mais raisonnablement, je pense qu'un notaire qui fait une ORE, sachant que, comme, euh, comme Catherine et Adrien l'ont bien rappelé, et France Nature Environnement, il y a une très grande partie environnementale dans le contrat. Il y a deux chapitres, on va dire, hein. Le principal chapitre, il est principalement environnemental. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire pour préserver un milieu naturel avec des inventaires, des obligations de soins, de suivi. Donc la plus grosse partie du contrat, je dirais, c'est les parties qui la réalisent. Et nous, notaires, on est là pour rappeler ce qu'il faut faire, pas faire, dans les grandes limites, avec toutes les règles juridiques qu'on connaît. Donc je dis à mes confrères, si toutes les parties font le principal travail avec des inventaires qui prennent du temps, des discussions comme on en fait là, il faut que vous soyez raisonnable, confrères. Alors, parce que j'ai entendu des coûts prohibitifs où les parties faisaient plus d'ORE.
Mais moi, je dirais raisonnablement, si je demandais le coût moi-même par rapport à une ORE, devrait dépasser, pas dépasser entre 800, je dirais, et 1000 euros. Moi, je demande moins, je vous le dis tout de suite, mais je veux pas de plus de précision. Mais entre 800 et 1000 euros hors taxe, et sachant que euh, ça peut être payé moitié par chacune des parties aussi, vous voyez, sachant qu'il y a un gros travail. Et voilà. Mais c'est sûr que dès qu'on touche l'argent, ça peut créer ça peut faire souci. Mais il faut pas qu'un notaire vous demande 2 000 à 3 000 euros, sinon vous lui dites de faire l'inventaire faunistique et des insectes aussi sur le terrain. Et là, vous verrez, là, ça sera justifié. Mais pour moi, c'est pas justifié si on dépasse 2 000 à 3 000 euros. Alors, voilà. Donc, je dirais entre 800 et 1000 euros, ça me paraît raisonnable, à Merci, partager entre les parties. Voilà. merci beaucoup, Benoît. Eh bien voilà, il est 40, donc je pense que nous allons conclure. Luc, est-ce que tu voulais dire un petit mot pour conclure le webinaire? Oui, merci à tous. Merci. Effectivement, on a un petit peu dépassé le temps imparti, mais c'est normal parce que c'est aussi un sujet neuf. On a besoin tous de s'acculturer. Un grand merci hein, à Benoît, Catherine, Adrien, Jean-Pierre pour leurs explications qui, moi, m'ont semblé tout à fait claires et qui permettent effectivement de comprendre ce nouveau dispositif qui nous a paru à France Nature Environnement Île-de-France particulièrement important, particulièrement utile à promouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y est engagé, même si, comme ça a été rappelé, pour l'instant, on n'a pas trop de moyens de financer ce travail. Il va falloir qu'on trouve effectivement des mécènes, des dons. Pour nous permettre de mettre des moyens sur ce suivi parce que c'est très important, ça a été dit, il faut faire vivre cette ORE, c'est pas tout de la signer, il faut derrière que concrètement il y ait de l'éducation à l'environnement qui soit faite, que les écoles soient partie prenante, tout ça va nécessiter des moyens. Nous, on s'y est engagé avec cette idée que, bien sûr, c'est un travail, mais ça fait partie de nos missions que de pouvoir défendre le vivant en se saisissant de ces nouveaux outils qui sont des outils utiles pour la protection de l'environnement. Donc, grand merci à tous. J'espère que cette signature va pouvoir se faire début juillet comme nous l'avons prévu et que par la suite,